New York. Juste le nom suffit à faire naître des images dans la tête. Les gratte-ciel, le bruit, l'énergie permanente d'une ville qui ne dort jamais. Mais aujourd'hui, on va regarder New York sous un angle un peu différent. Parce que derrière les néons de Times Square et l'agitation de Manhattan, il y a une histoire footballistique qui mérite qu'on s'y arrête. New York, c'est une ville de football américain, de baseball, de basketball, c'est ce qu'on entend toujours. Mais le ballon rond, lui, est bel et bien présent aussi. Porté par des générations d'immigrés qui ont emmené leur culture dans leurs valises et qui ont continué à jouer dans les parcs, les rues de Brooklyn ou du Queens. Le football ici est une histoire de diaspora, d'identité, de transmission. New York est la ville du monde, le foot est le sport du monde. Forcément, à un moment, ces deux-là devaient se retrouver. Et c'est cette histoire-là qu'on va explorer ensemble aujourd'hui dans Globo. The Big Apple est une ville qui s'étale, qui s'empile, construite pour aller vite, pour aller haut. Et pour décrypter ce que les yeux voient sans forcément le comprendre, j'ai voulu m'arrêter avec quelqu'un qui lit la ville autrement. Frédéric est franco-suisse. Il vit à New York depuis plus de 35 ans et il y enseigne l'architecture. Autrement dit, c'est quelqu'un qui se balade jamais vraiment sans analyser ce qui l'entoure. Et j'avais envie de lui poser une question simple. Est-ce qu'il y a de la place pour le football dans une ville comme New York? Alors, la qualité principale de New York, c'est la densité, comme tu as bien remarqué. Mais cette densité, elle n'est pas juste au niveau de l'espace construit, elle est aussi au niveau des programmes. Donc, on peut se retrouver dans un endroit comme le Ground, qui est un bar et terrain de foot sur 2 étages, sous un pont. C'est aussi des terrains de foot qui sont utilisés dans les parcs de 6 heures du matin à passer minuit, tous les jours. Donc l'espace est évidemment important, mais la programmation est aussi importante. C'est très compliqué dans un parc comme le East River Park ou bien tous ces petits parcs d'écoles et tous ces parcs, ces écoles, ces endroits à l'intérieur ou à l'extérieur. Faut se battre pour avoir des permis qui malheureusement, alors c'est peut-être un autre côté un peu social qu'on peut discuter, des permis où il faut être très organisé, et qui coûtent un peu d'argent, donc les classes les plus démunies n'ont pas forcément accès à ces terrains, ce qui pourrait aider d'avoir peut-être une meilleure équipe si tu arrives à aussi avoir tous les types de gens et tous les types de classes qui peuvent jouer. C'est encore un peu de pay to play, mais ouais, il y a un certain nombre de parcs. Ces parcs ont évolué et ils avaient plus de terrains pour le baseball, pour le football américain. Et maintenant, il commence à y avoir un grand nombre de ces terrains qui sont ou bien mix, où il y a différentes lignes qui sont peintes dessus, mais qui ont des terrains de foot, qui ont des buts de foot, qui ont des gens qui ont envie de jouer et qui ont des éclairages artificiels. Donc, les peu d'espace où il y a de quoi jouer, ils sont hautement utilisés. De nouveau, dans les années 80, etc., on avait des fois joué dans Central Park, qui avait des terrains en herbe naturelle, mais avec cette utilisation-là, ça dure pas, ça devient de la boue et des graviers. Donc tout est maintenant en astroturf, en terrain artificiel. Synthétique, ouais. Synthétique, ouais. De bonne qualité, mais c'est un peu le seul moyen pour que ces terrains puissent survivre avec un niveau d'utilisation qui est vraiment ridicule, dans le sens où c'est très utilisé. Il y avait même, quand je parle de la programmation, il y avait récemment, bon, c'était un peu publicitaire comme ça, mais au milieu d'un endroit où d'habitude ils mettent l'arbre de Noël au Rockefeller Center, donc en plein milieu de ce gratte-ciel et tout, ils avaient mis un petit terrain avec DJ, avec lumière, avec machin. C'était un match pendant 24 heures. Donc il y avait un match pendant 24 heures, je me rappelle plus, je crois que c'était 7 heures de l'après-midi à de nouveau 7 heures de l'après-midi le jour au lendemain. Et différentes équipes changeaient tout le temps et tu pouvais t'inscrire. Je crois que moi j'ai joué de 2h à 2h30 du matin. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'espace, mais des fois tu trouves une salle de gym au 3e sous-sol d'une école, des fois tu trouves un terrain de foot
Il y a à Brooklyn, ils ont fait un truc qui s'appelle Soccer Roof, qui est sur les toits de bâtiments industriels au 12e étage. Donc il y a beaucoup de niveaux différents. Et il y a des parcs, il y a quand même des parcs. Il y a des parcs superbes, certains sur les piers, sur les jetées qui vont pour les ce qui était anciennement pour les bateaux, et t'as une vue de la ville de New York qui est absolument superbe depuis le toit de Pier 40 ou bien Pier 5 à Brooklyn. Donc tous ces endroits un peu industriels ont été convertis en parc. En fait, toute la bordure, tout le bord de New York, tout le quai, ou toute l'interface entre l'eau et la ville, qui était hautement industrialisée dans le sens où c'était l'endroit où ils amenaient toutes les matières premières, a été transformé, surtout à partir de Bloomberg, donc dans les années 90, en terrain en parc. Donc le bord du port, ou le bord de mer presque, enfin c'est pas la mer ouverte, c'est le bord c'est l'estuaire de New York, et la Hudson, la East River, le port de Brooklyn a été encore en train de se transformer en parc relativement vert et de terrain de sport. Tu sens que la hiérarchie, elle est en train de changer, et ça se reflète dans certaines installations. Alors dans les installations physiques, il y a un changement qui se fait doucement. Mais comme toujours, les choses sont aussi politiques. S'il y a de plus en plus de gens qui jouent au foot, qui sont investis dans le foot, plus d'enfants, plus de gens, plus de parents qui font plus de pression sur le maire, ou du reste le nouveau maire de New York, qui est un supporter de Arsenal et un joueur Arsenal, de foot. Ouais, c'est pas un mauvais joueur de foot, qui lui jouait aussi de temps en temps comme ça dans des... Donc aussi quand on joue avec tout et n'importe qui qu'on trouve dans des trucs, moi je me suis retrouvé, des fois on joue et on trouve des gens qui sont des professionnels qui viennent jouer juste pour jouer. Mais à ce niveau-là, peut-être que New York n'est pas construit, comme tu l'as dit dans ton introduction, c'est une diaspora. Donc on retrouve des fois je crois que c'était pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud, je me rappelais que ça valait la peine d'aller voir les matchs dans les quartiers. Donc, si tu avais un match du Brésil, tu allais Midtown West, parce que c'est là où il y a le quartier des Brésiliens. Si tu avais un match avec la Jamaïque, tu allais à Brooklyn. Si tu avais un match... Et finalement, il y a cette agrégation incroyable de tous ces éléments culturels. Et tu pouvais aller voir un match, pour l'Italie, tu allais dans une pizzeria ou une rue de l'Italie qui avait bloqué toute la rue et qui avait mis un écran géant. Donc, une fois tous les 4 ans, tu retrouves tout ce côté culturel, ethnique, finalement, très divers, qui s'exprime par quartier et qui se manifeste. On verra si cette année, ils le feront aussi. Tu parlais de communautés. Il y a 2 grosses communautés qui s'étaient affrontées en 94, je me rappelle, lors de la dernière Coupe du Monde aux États-Unis. C'était l'Irlande qui avait battu l'Italie 1-0. Ça devait être de la folie ce jour-là à New York. Alors, ça dépend. J'ai pas vu les communautés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les communautés qui sont là depuis suffisamment longtemps s'intègrent petit à petit. Donc, les Italiens avaient un côté très fort au début du siècle dernier, au début du XXe siècle. Mais petit à petit, ils ont tous déménagé du côté de New Jersey, et maintenant ça s'est estompé. Hein. C'est devenu des Américains locaux. Un peu la même chose avec les Irlandais. J'ai été surpris de voir, il y a 2 bars dans la rue juste à côté d'où je suis. Il y avait un bar allemand et un bar... je sais plus si c'était tchécoslovaque ou non, serbe, un bar serbe et un bar allemand. Et la Serbie avait battu l'Allemagne, et c'était, il y avait des bagarres dans la rue, quoi. C'était vraiment. Ouais, ils sont chauds. Lancer des feux d'artifice à travers la rue sur les Allemands pour célébrer. En fait, c'était pas mauvais, mais les Allemands avaient pas aimé avoir perdu leur match. Donc,
on ne sait pas comment et où ça sort. Mais disons que l'Irlande et l'Italie sont des communautés qui sont là depuis très longtemps, qui sont des grosses communautés, et elles sont un peu plus intégrées et peut-être moins facilement reconnaissables. Et c'est quoi les communautés qu'on va dire qui sont arrivées il y a un peu moins longtemps et que tu vois fortement en nombre dans les rues de New York? Malheureusement, c'est très souvent associé à la guerre que les Américains décident de balancer des bombes sur un pays ou un autre. Donc c'est une bonne manière de faire de l'exil et de la concentration. Mais il y a des groupes de Haïtiens, il y a des assez grosses migrations de gens qui venaient d'Haïti, qui venaient de la Syrie, de l'Irak, du Yémen. À mon avis, ça c'est un peu les nouveaux groupes ethniques qui sont assez centrés, parce que quand on est relativement réfugié ou si on est un immigrant récent et qu'on arrive, on se retrouve dans un peu plus des ghettos, disons, où on peut s'entraider. Une fois qu'on s'intègre mieux, on se dissipe plus dans la ville. Donc, ouais, je dirais ces groupes-là qui malheureusement ont souffert, parce que personne n'a forcément envie d'émigrer. Ou peut-être les Suisses, quand ils ont envie de partir de la Suisse, parce que c'est trop confortable. La Coupe du Monde va donc débuter aux États-Unis, également au Mexique et au Canada. Est-ce que tu sens déjà une transformation, une préparation dans cette ville de New York, ou bien au final c'est un événement comme un autre pour une ville qui en a vu passer d'autres? Bon, c'est un peu le problème de New York. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et finalement, un truc, un autre. Toutes les années, il y a l'Assemblée générale des Nations unies où il y a tous les présidents du monde qui viennent. Et la seule chose que tu entends des Américains, des New-Yorkais, c'est « Ah, ils ont encore bloqué la route, là. » Et puis, je veux dire, c'est pas quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. Donc, la Coupe du Monde, ils ont fait pas mal de bruit. Au début, on pensait que ça allait être intéressant, mais finalement, on voit que la seule vraie religion ici, c'est pas le foot, c'est le capitalisme. Et le prix des places est exorbitant. C'est vraiment de l'ordre de... Pour un match de qualification, des premiers tours, c'est 500, 600, 800 $, ce qui est vraiment cher. Et pour la finale ou pour les demi-finales, c'est 10 000, 20 000, 30 000 $. C'est pas quelque chose qu'on peut s'imaginer aller voir juste comme ça. Enfin, il faudrait... tu peux choisir où tu t'achètes une voiture, où tu vas voir un match de la Coupe du Monde. Et finalement, pour les gens qui aiment le foot, qui aiment jouer, qui aiment faire les choses, c'est pas encourageant. En plus, toute cette histoire entre Infantino et Trump, mettre tout ça sur les genoux de Trump en disant, ben voilà, t'as, je sais plus quoi, un Peace Prize, un machin et tout. Il lui a décerné un prix, ouais. Et en plus, alors après, qu'est-ce que tu fais avec l'équipe d'Iran? Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces équipes où Trump refuse de même donner des visas pour que les gens puissent venir visiter? Donc je crois qu'en tout cas, les New-Yorkais sont d'abord pas du tout contents avec Trump. Mais ensuite, sont pas très contents de l'image que les États-Unis essayent d'imposer sur le monde. Et maintenant, on a une célébration du reste du monde, mais les États-Unis n'ont pas l'air d'être capables de négocier avec le reste du monde. Ils veulent dominer, ils veulent imposer. Donc ce qui me plairait, moi, c'est qu'un pays qui a été qualifié par l'autre clown là, de shithole country puisse gagner. Ça serait bien. Je serais content qu'un pays montre sa culture sportive et culture artistique et culture en tout genre, mais qui est pas tellement forcément comprise ou appréciée par certaines personnes. Bah, je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Ça serait une belle leçon de vie qu'un de ces pays vienne remporter sur les terres de Donald Trump cette Coupe du Monde. Je te remercie, Frédéric, pour ces quelques minutes passées ensemble. Allez, merci. Merci, Frédéric. Allez. Continue cette balade new-yorkaise où le soccer, comme on l'appelle ici, est discret, mais ancré dans les quartiers, porté par des milliers de gamins qui troquent leur sac d'école contre des crampons dès la fin des cours. Et si quelqu'un incarne cette réalité-là, c'est bien le Manhattan Kicker Soccer Club.
Depuis 1975, ce club du Lower Manhattan forme et transmet la passion du foot à des centaines de jeunes New-Yorkais. C'est dans ce cadre-là que je retrouve Erwan, entraîneur et directeur du club. On va parler diversité, transmission et ce que ça veut vraiment dire de faire grandir le foot dans la ville qui ne dort jamais. Salut Erwan. Tout d'abord, peux-tu nous raconter comment on se retrouve entraîneur et directeur d'un club de foot à New York lorsqu'on a grandi en France comme toi? Oui, Malik, effectivement, ça s'est fait un petit peu par hasard. J'étais un joueur de foot de bon niveau en France, mais je suis venu aux États-Unis pour des raisons différentes de business. Et une fois que ce business s'est arrêté, j'ai commencé à me remettre dans le foot. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'enfants dans les parcs qui jouaient un petit peu avec leur ballon, mais n'importe comment. Alors je me suis mis à taper le ballon avec eux. Et puis, j'ai créé des classes gratuites pour les enfants dans ma résidence, où j'ai commencé avec 5 enfants, puis 8, puis 12, puis 20, puis 60. Et puis, j'ai été employé par la résidence comme soccer coach pour commencer. Donc, je faisais des classes tous les jours par groupe d'âge pour avoir des plus petits groupes. Et puis, j'ai rencontré un club local où je suis rentré comme assistant coach. Il se passait pas grand-chose. Il y avait 2 équipes. Et puis j'ai grandi un petit peu le club, même beaucoup, à ce qu'il est aujourd'hui, avec 10 équipes et 150 enfants à l'année, à peu près 600 enfants qui font un programme de 3 mois. Comment le club il a évolué au fil des décennies et qu'est-ce qui permet sa longévité dans une ville quand même particulière comme New York? Mais je pense que c'est sa situation géographique. Le club est basé près de plusieurs grosses résidences et aussi près de la East River. Donc il y a beaucoup de terrains de foot, de basket, de volley, de baseball. Donc on peut utiliser ces terrains pour le club, ce qui est quand même assez compliqué à Manhattan d'avoir de l'espace. Mais la longévité du club, c'est vraiment basé sur la localité, le fait qu'il y ait une piscine d'enfants énorme. Et voilà, après il fallait reprendre et faire de la qualité avec ces chiffres. Alors, on sait que New York, c'est une ville qui est multiculturelle, où cohabitent des dizaines de communautés. Comment cette diversité, elle se reflète au sein du club et dans la façon de pratiquer le foot? Alors nous, on a dans notre club beaucoup d'enfants d'origine européenne, français, italien, Israël. C'est vraiment très représentatif de Manhattan. Comme les prix sont assez exorbitants pour les familles, ça limite assez le mélange culturel qui serait idéal. Donc notre club offre des scholarships aux enfants qui sont les plus démunis et qui ont du talent pour pouvoir joindre et avoir une chance de faire partie du programme. Mais il y a une diversité extraordinaire au niveau du jeu puisqu'il y a l'influence sud-américaine, asiatique, européenne. C'est vraiment riche au niveau football. Tu parlais de coûts financiers. C'est quoi le profil des enfants qui rejoignent le club? Parce tu le disais, les prix sont exorbitants. Est-ce que tu peux donner une fourchette de prix pour des parents qui veulent inscrire leurs enfants dans ton club? Alors moi, mon club, faut savoir qu'à Manhattan, quand j'ai commencé avec les Kickers, il y avait 3 clubs dans toute l'île. Aujourd'hui, il y en a à peu près une vingtaine. Ça s'est vraiment développé. Chaque quartier quasiment a créé son club, un petit peu comme à Londres. C'est assez amusant. Mais les prix, moi, je suis le moins cher. Et aujourd'hui, c'est 1 800 $ pour l'année que je fais payer en 3 fois 600 $ par saison. L'année prochaine, je vais être obligé d'augmenter à 2100 par année. Les clubs, après moi, le moins cher est déjà à 2800. Et les clubs les plus chers vont jusqu'à 5000 $ par an de membership. Et après, il faut rajouter l'équipement et les prix des tournois en week-end quand il faut conduire les enfants, payer la chambre d'hôtel et tout, c'est encore des grosses dépenses. On disait tout à l'heure, par exemple, un tournoi pour un week-end, ça pouvait coûter jusqu'à 1000 $ pour une famille. Pour la famille, oui, puisqu'ils sont obligés de prendre une chambre d'hôtel pour 2 nuits. Donc en général, c'est 250 la nuit, ça fait 500 $ juste là.
Après, ceux qui n'ont pas de voiture, faut qu'ils louent une voiture. Alors là, ça rajoute tout de suite. Et puis il y a l'essence, il y a les péages puisqu'on est sur Manhattan dès qu'on rentre et qu'on sort. Et puis les tournois, par exemple, moi, en tant que club, pour enregistrer une équipe, selon le niveau du tournoi, c'est entre 600 et 1000 $ le week-end par équipe. Moi qui a grandi en France et joué au foot en France, on est quand même à des années-lumière du système américain. Mais c'est sûr, alors c'est difficile de comparer parce que c'est vraiment une question de mentalité et de culture. Ici, il y a une culture très jeune du foot. Et le foot a été monté sur une culture américaine qui est basée sur l'argent, le profit, le business. Et aujourd'hui, malgré, je dirais, l'enflammade du foot aux États-Unis, ce système est toujours basé sur l'argent. La preuve, les prix, les coûts pour les enfants. En France, c'est sûr qu'il y a aussi beaucoup de sponsoring. Il y a une espèce de fierté des petits commerçants à avoir leur nom sur le maillot, leur panneau au stade. Ici, c'est plus compliqué. Les parents, les enfants viennent tout seuls aux entraînements ou aux matchs, en taxi ou en vélo. Il n'y a pas toujours les parents. Et le sponsoring, il y en a quasiment pas, quoi. Ce système un peu élitiste était un frein au développement, heu, peut-être pas du foot, de la pratique du foot en lui-même dans le pays, mais plutôt du niveau, par exemple, de l'équipe nationale. Bah oui, je pense que plus la diversité et la chance des États-Unis, c'est d'avoir des gens qui viennent des 4 coins du monde avec un rêve. S'ils pouvaient regrouper ces gens dans une équipe et faire un 11 melting pot, comme on dit, je pense qu'il y aurait d'autres résultats que les résultats qu'ils ont aujourd'hui, ça c'est sûr. Le mélange n'est pas fait à la source et donc en équipe nationale, ça se retrouve. En général, c'est des familles privilégiées qui sont arrivées jusque-là où c'est pas vraiment. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a quelques joueurs naturalisés ou bien qui ont la binationalité, un peu comme, on peut le voir avec, Timothy Weah, le fils de George Weah, joueur de l'OM Oui. qui joue et qui lui, bénéficie enfin qui a l'avantage d'avoir, je crois 2 ou 3 passeports et qui a choisi la nationalité sportive américaine. Ouais. Ouais, parce qu'il est né. Moi, je me souviens, j'avais une équipe qui jouait contre son équipe quand il jouait à Gauchy. Et il était super bon. Ça se voyait déjà qu'il allait être extraordinaire. Moi, j'étais personnellement fan de son père Georges, donc je l'ai remarqué tout de suite. Je dis, c'est qui ce Mmh petit gars? C'est incroyable. Et ça me surprend pas. Je pense qu'il fera une bonne carrière. Je pense que, mais une fois de plus, voilà, il a été naturalisé. Les joueurs américains se déplacent et commencent à s'exporter vers l'Europe, mais ça fait pas, c'est pas assez pour l'équipe nationale pour avoir le niveau de prétendre à même aller en demi-finale d'une Coupe du Monde. Et vous, au MKSC, vous avez eu des joueurs qui ont été formés et qui ont atteint un niveau semi-professionnel ou professionnel? Alors on a eu les deux, on produit beaucoup de joueurs qui, moi le but du club c'est bon c'est aussi d'essayer d'aider les enfants à avoir une bourse quand ils rentrent à l'université grâce au sport. Euh, on a eu des enfants qui ont joué même en Europe, qui ont joué professionnellement. On a produit des joueurs qui sont rentrés dans l'équipe nationale américaine. On a des joueurs qui ont joué et qui jouent aujourd'hui en MLS, la ligue américaine. Mais c'est compliqué pour eux aussi puisqu'ils sont dans des clubs où les salaires sont un petit peu limités. Et moi, j'ai un joueur notamment auquel je pense qui a arrêté parce que il est venu coacher dans mon club et il m'a dit, moi j'arrête, je peux plus payer mon loyer, je gagne pas assez d'argent. Il a repris ses études, il est rentré dans Wall Street et il m'a dit, quelques années plus tard, il m'a dit, j'ai bien fait parce qu'en 2 ans, j'ai gagné plus d'argent que toute ma carrière. Donc c'est compliqué financièrement pour faire une carrière, mais bon, il y en a quand même qui y arrivent, hein. Et quelles sont vos relations avec les 2 clubs de la ville qui sont, on le rappelle, le New York City Football Club qui appartient, au groupe de Manchester City et le New York Red Bull? Évidemment, ils jouent un rôle puisqu'ils sont 2 équipes professionnelles en MLS. Donc, une fois de plus, c'est à l'américaine, c'est basé sur le marketing et l'argent. Moi, ces 2 clubs, ils sont en permanence derrière moi, en tant que directeur de club pour essayer de me faire, convaincre les parents de mon club qu'il faut aller voir leur équipe au stade, acheter un maillot et aller au magasin et prendre des tickets.
Donc ils m'offrent des espèces de deals pour que je puisse ramener les gens dans leur stade en fait. Encore une fois de plus, c'est basé sur le marketing et l'argent. Après, oui, ça aide le foot parce qu'ils ont quand même des équipes qui sont compétitives, mais c'est surprenant d'aller dans un stade pour un match de championnat et d'avoir 4 ou 5 000 personnes dans le stade et une ambiance très calme enfin, c'est à l'américaine quoi, c'est vraiment différent. Vous avez lancé le programme qui guide Forward pour collecter des équipements pour des enfants dans des communautés défavorisées. Est-ce que l'engagement social, il fait partie de l'ADN de ton club? Alors pour moi, c'est aussi très important. Je travaille avec beaucoup d'organisations qui rendent à la communauté parce que j'ai très vite réalisé que les enfants étaient privilégiés, arrivaient avec une nouvelle paire de chaussures toutes les 3 semaines, avaient toujours des trucs neufs et du coup, j'ai fait un espèce de programme de recyclage où je récupère tout le matériel de foot usé ou neuf et j'envoie donc dans 3 parties différentes. J'envoie une partie au Cameroun. Donc on remplit à peu près un demi-container par an de matériel de foot qu'on envoie avec un ami qui s'occupe d'une organisation qui s'appelle CLNU World Children. J'envoie aussi à Haïti, à l'île de la Vache. J'ai un partenaire là-bas qui distribue des chaussures, des protèges tibia, des ballons. Et j'ai aussi une source en Colombie, à Cali, où on envoie surtout des chaussures et des vêtements là-bas, parce qu'ils ont besoin de... C'est pas que du foot, là-bas j'envoie des t-shirts, des sous-vêtements, des chaussettes, des trucs comme ça. Pour moi c'est important parce que je suis dans un milieu où les gens sont quand même assez favorisés dans le club et j'essaye d'en faire profiter tout le monde et qu'il n'y ait pas de gâchis et pour moi c'est important, c'est très important. C'est super ça. Et dans 10 ans, à quoi veux-tu que ressemble le Manhattan Kickers? Ben, ça va être compliqué. Moi, j'aimerais qu'il garde son identité. J'ai essayé de créer un club avec l'ambiance qu'il y aurait un petit peu dans une ville de 20 000 habitants en France. J'ai envie de dire d'un village, mais c'est un peu ça. On a, par exemple, une fois par an, on réunit tout le club et on fait, après Thanksgiving, les gens amènent leur reste et puis on fait un grand match de charité avec les parents et les enfants. On essaye de créer une espèce de petite communauté de foot. J'aimerais que dans 10 ans, ce soit toujours vivant, mais c'est compliqué parce que je suis vraiment le guirou du club, quoi. J'espère que la relève sera assurée, mais on sait jamais. Je fais tout de A à Z. J'espère qu'un jour, un joueur reviendra et continuera. Le but, j'ai pas de but de grandeur, de développer tout le monde à être pro, à gagner des millions. Et ça m'intéresse pas. Moi, je suis vraiment là pour les enfants, pour les. J'utilise en fait le foot comme excuse pour les faire grandir en tant que bons humains, tu vois. Je leur apprends à être poli, à dire bonjour, à pas jeter les papiers, à pas cracher, à pas dire de gros mots. Et aujourd'hui, bon, ben, malheureusement, je suis éducateur sportif, mais j'ai l'impression d'être parent aussi, ce qui est quand même assez surprenant, quoi. Ça a beaucoup changé, ça aussi, l'éducation. J'ai l'impression que les parents ont un petit peu abandonné. Du coup, moi, je mets un point à ce que ce soit important. Parce que pour moi, ça l'est. Même si t'as pas d'argent, même si tu vas pas faire 10 ans d'études, je pense que si t'es poli, propre et organisé, tu peux quand même vachement bien te démerder dans la vie. J'essaye de transmettre ça aux enfants. En tout cas, on souhaite une longue vie au MKSC. Merci Malik. Merci Erwan. On quitte les terrains du Lower Manhattan, les crampons et les chasubles. Erwan et les Kickers nous ont montré ce que le foot représente au quotidien dans cette ville. Mais avant d'aller plus loin, je veux faire un pas de côté, un pas en arrière même. On parle beaucoup de la Coupe du Monde 94 comme le moment où les États-Unis ont ouvert leurs portes au football mondial. Mais en réalité, New York n'a pas attendu cette date pour tomber amoureux du football. Quelques décennies plus tôt, dans les années 70, la ville avait déjà vécu quelque chose d'unique, quelque chose d'improbable, quelque chose qui s'appelait les New York Cosmos. Fondés en 1971, les Cosmos étaient bien plus qu'un club de foot. Ils étaient un symbole, une idée, presque un rêve. Celui de faire du soccer un sport majeur dans le pays du baseball et du football américain. Et pour y parvenir, ils avaient choisi la méthode la plus spectaculaire qu'il soit, recruter des légendes vivantes du football mondial. En 1975, Pelé débarque à New York. Pelé, le roi, l'homme que la planète entière avait regardé soulever 3 Coupes du Monde avec le Brésil. Il signe au Cosmos et soudain, tout le monde regarde.
La finale de la Ligue américaine se joue devant des dizaines de milliers de spectateurs. Beckenbauer suivra, puis Giorgio Chinaglia et Carlos Alberto. Le Cosmos devient le club le plus glamour du monde, croisant sur ses pelouses autant de stars du ballon rond que de célébrités hollywoodiennes dans les tribunes. New York avait fait ce qu'elle sait faire mieux que n'importe quelle autre ville du monde. Prendre quelque chose, l'amplifier et le transformer en spectacle. Puis la bulle a éclaté. La Ligue s'est effondrée au début des années 80 en portant les Cosmos dans sa chute. Trop vite, trop grand, trop tôt peut-être. Mais cette histoire-là dit quelque chose d'essentiel sur New York et le football. L'amour est là, profond, réel. Il n'attend parfois qu'une étincelle pour se révéler. Et c'est exactement ce dont on va parler maintenant avec Zalmay, qui est né et a grandi dans cette ville qui absorbe tout. Il s'est imprégné à la fois de la culture foot et de l'énergie unique de New York. Deux mondes qui, quand ils se mélangent, donnent quelque chose d'assez particulier. Dernière étape de cette balade est peut-être la plus personnelle. Zalmay, comment tu t'es intéressé au foot et quels sont tes premiers souvenirs forts? Moi, j'ai grandi à New York, le Lower East Side, vers Chinatown. La 7e rue et l'avenue D, pour être exact. Et puis, il y a ma mère qui est afghane, mon père qui est suisse-français. Moi, j'étais né en Suisse, mais mes parents, ils étaient déjà là. Alors, je suis venu direct à 2-3 mois. Et j'ai grandi, un peu une jeunesse authentique de New York. Alors j'avais beaucoup de liberté, j'étais dehors, j'étais dans une ville un peu vraiment multiculturelle. J'étais quand même au quartier qui était vraiment plus portoricain et black. Après il y avait Chinatown, chinois juste à côté. Et puis après à 15-20 minutes, tu avais Soho. Alors j'étais vraiment dans cette dernière poche qui a beaucoup changé dans ma vie, mais de 1 à 15-16 ans, j'étais un enfant de New York qui sortait, je passais toute ma journée dehors, tous les jours après l'école. Je jouais au parc, on mettait les poubelles pour faire des goals. Même une belle petite histoire, il y a mon daron qui nous ramenait des fois après l'école avec quelques potes pour jouer. Et puis c'était à Tompkins Square Park, qui était à l'époque la capitale de l'héroïne du monde. Et puis nous, on allait au terrain, et puis on passait avec un sac en plastique pour ramasser les épingles. Comme ça, on pouvait jouer sur l'herbe. Parce que sur l'herbe, c'était là où il y avait les junkies. Alors, l'équipe qui ramassait le plus d'épingles commençait avec le ballon. Alors ça, c'était vraiment dans le berceau du truc. Alors il y avait vraiment, en plus, je venais de la génération où il y avait plus de... Mon meilleur pote qui était aussi de francophone, ses parents français. Je pense que c'était vraiment ce moment où les gens ils ont dit mais tu vois le foot, le sport et le foot, non seulement c'est acceptable en Amérique, mais c'est pas mal, tu vois. Il y a tous les latinos qui sont en train de jouer aussi. T'as beaucoup de gens des Caraïbes qui jouent. Et je pense que juste avant ma génération, c'était quand même vu comme un truc assez plus féminin, plus comme ça. Alors ouais, j'ai pu passer un peu les premières mes 10 premières années à faire des petits camps de foot, jouer, mais surtout j'étais dehors, jouer sur du béton avec des potes après l'école, tous les jours, un peu, je pense proche de un peu la culture européenne où tous les jours après tu te retrouves au City comme ça. Il n'y avait pas les mêmes infrastructures, on était plus vers les terrains de basket, mais il y avait ce côté il y avait les grands frères, il y avait les petits, tout le monde avait besoin de se cacher quand la daronne venait chercher Kinkian, tout ça. Alors il y avait cet esprit un peu de cité ou de petite ville, petit village, ouais, mais au milieu de ce monstre de New York. Donc tu le disais, le foot, il était surtout pratiqué par des immigrés, notamment d'Amérique latine. Il y avait donc un déficit d'image aux États-Unis et à New York, plus précisément, sur ce sport, et qui était même, comme tu l'as dit, assimilé un peu au sexe féminin, c'est ça? Ah ouais. Ouais, assez, même pas juste féminin, c'était vu comme le sport un peu gay, comparé à le basket, le baseball, le truc qui était
plus américain. Mais on voit très bien, même jusqu'à aujourd'hui, que l'Amérique, ils aiment bien se faire des images de, de qu'est-ce qui est macho et qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux avant de trop en réfléchir. Alors vite fait, ça s'est intégré et je pense ça a changé. Je vais Moi, pas cette dire que je suis passion. responsable de ce Ouais. changement, hein, mais on était un peu là, je pense, la première gênée où c'était aussi cool de jouer au foot. Est-ce que tu fais une corrélation avec le fait que c'était l'époque où la MLS prenait de l'expansion avec par exemple David Beckham qui arrive en 2007. Il me semble que Thierry Henry arrive un tout petit peu après, notamment à New York Red Bull. Tu fais cette corrélation donc entre l'expansion du championnat pro local et le changement de vision qu'ont les Américains avec ce sport Non, ou non? au contraire presque. Pour moi, la MLS c'était un foutage de gueule du foot. Pour moi, ça a presque fait le contraire. Parce que moi, je pense que ma génération, c'est vraiment les premières pépites américaines. Il faut comprendre que maintenant j'ai 28 ans, mais on dirait probablement juste 2008-2009. Je pense que le MLS a coupé le pont pour toute la structure de développement. Parce qu'en Amérique, tu as tout cet argent dans le sport. Mais t'as pas de système de relégation, t'as pas de système de promotion, t'as pas des académies qui nourrissent une première équipe. Alors, t'avais beaucoup de talents purs qui sortaient des States. Mais avant, le but, c'était d'être en Europe avant 16 ans. T'as les Pulisic, t'as les euh, Reyes, McKennie, tout ça. Et puis moi, t'avais parlé avec Erwan avant. Dans son équipe, j'ai joué avec eux quand ils sont dispersés. Ils ont tout gagné, mais après ils sont fait racheter ou je sais pas quoi. Et puis ils sont dispersés. Et on a fait une nouvelle équipe. Et moi j'avais un peu moins le niveau que les autres. Mais j'ai rejoint l'équipe. Et puis on a gagné beaucoup, beaucoup de choses. La saison après ça, mon meilleur pote, il est allé faire Primavera en Italie. Notre numéro 10, il est allé faire Real Sociedad. Et puis les autres, ils ont essayé de directement faire des bourses pour pouvoir faire des académies semi-intégration dans l'université. Et puis il y a pas, je pense jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas ce chemin. Le MLS, je pense que ça n'a pas ouvert de porte. Je pense que la seule chose, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait tellement de fric dans le sport, dans les TV rights, dans la distribution, dans les infrastructures, et qu'ils ont juste aussi développé le foot comme sport national, je vais dire. Je pense qu'il y avait énormément d'argent pour additionner des terrains verts pour le foot, mais je pense que ça aussi, c'est pas aussi direct que ça. C'est aussi, tu ramènes du terrain vert où il y avait des terrains béton. Je pense que c'est aussi une idée de remplacer et des gentrification, c'est comme ça qu'on dit? Gentrification, c'est ça. Si tu réfléchis, un terrain en béton, la connotation, c'est basket, c'est plus des minorités, tout ça. Un terrain vert, c'est sous le prétexte du foot, mais c'est aussi un espace pique-nique. C'est aussi un espace, tu vois ce que je veux dire? Bien Alors sûr. je pense qu'il y a eu énormément de fonds pour le développement du foot en termes de l'infrastructure, mais pas du tout en termes de la vision du truc. Parce que moi, je me rappelle quand il y a Titi qui est venu, Red Bull, MLS, tout ça, c'était j'avais plus envie de le croiser en train de marcher dans la rue que d'aller voir un match, parce que c'était plus un caractère, moins un footballeur quand il est arrivé pour moi. Mais dans la culture populaire, est-ce que ça a pris le fait que les Red Bulls ou le New York City FC aient pris de l'expansion et recruté des grands joueurs et construit un stade, etc. Je parle dans la street culture, dans la culture pop. Est-ce que ça a permis de les rendre plus populaires, notamment auprès des fils d'immigrés? Ouais, je pense, ça a dû le faire. Mais moi, je réfléchis personnellement, parce que je peux pas parler de... Je pense qu'il y a la Coupe du Monde des femmes, quand ils ont gagné. C'est ça qui a ouvert énormément de portes aussi, juste pour... en fin de compte, le sport, c'est comment tu t'identifies toi-même dans un sport commun ou dans une communauté. Et je pense que ça a vraiment le football féminin. Ça a eu cet effet direct. Je pense le football masculin, ça plus... La réalité, c'est que en fin de compte,
pour que ça ait un effet footballistiquement, il faut qu'il y ait de l'opportunité. Ça peut pas être juste la télé, juste l'influence. Il faut que... Et je pense qu'il n'y avait pas vraiment ça. Après, en termes de l'affluence et les maillots, peut-être que tu vois quelques rappeurs ou des gens de la culture ou des latinos tout à soudainement qui mettent les maillots Red Bull au lieu de mettre un Et ça, maillot c'est du Reebok. marketing, ça. Et puis ça joue son rôle. Je pense qu'à 2010, New York a arrêté de devenir un peu ce centre où tout le monde regardait à New York. Ce hub. Ce hub. Je pense que soudainement, là, la culture a changé parce que soudainement, il y a un accès à l'Angleterre, à la France. Moi, je me rappelle, même on va dire, au lieu de mettre des habits qui sont XL, soudainement, je me dis, ah non, mais peut-être que je me mets un ensemble Nike serré au lieu d'un ensemble Nike. Et je pense que là, c'est où soudainement, il y a le côté, tu te dis, ah non, mais il y a des quartiers, il y a la street culture, il y a tout ça en France, en Belgique, en Angleterre. Il y a des gens qui sont, c'est pas juste des... Il n'y a pas que nous, quoi. Il n'y a pas que des blancs qui boivent du thé, tu vois. C'est l'image qu'on avait de l'Europe. Et je pense que à travers le foot, même tu vois l'Amérique du Sud, maintenant, je pense que soudainement les gens ils ont dit ah non mais moi j'en ai marre de faire comme si j'étais ce grand New-Yorker. J'ai envie d'être quand il fait beau, au lieu de mettre un t-shirt triple XL, je vais mettre un maillot du Brésil parce que j'ai envie de parler avec une meuf brésilienne. Je pense qu'il y a eu juste ce changement de regard. Zalma, parle-nous un peu du football café, qui est considéré comme le cœur du foot new-yorkais, qui est un vrai hub de la culture foot. Premièrement, je vais faire un petit shout-out je t'avais dit, il y avait une petite équipe. Il y en a qui sont venus plus tard, plus en avant et tout ça, mais premièrement, un shout-out à Diego Mosconi et Simonez Wolf. Diego qui avait commencé un peu cette marque de streetwear de foot qui s'appelait Nowhere FC, qui est toujours actif. Et puis Simonez Wolf qui était chef, mais aussi quelqu'un un peu... Ils avaient tous 10-15 piges sur nous, et moi et mes potes, et puis ils ont ouvert un petit football café à Chinatown, tout près d'un terrain où j'allais jouer avec mes potes. Et puis là, ils ont créé un peu l'espace et le lieu pour un peu développer l'image que nous, comme je t'ai dit, une image différente. On disait non, ça c'est le vrai culture de foot. Tu vas pas venir faire le vibe d'un pub. Tu vois, tu vas pas venir faire le vibe de un gros sports bar américain avec les grosses ça change télés, du ça, pub où il y a plein d'écrans avec plein de sports différents, plein de matchs différents. Nous, ce qu'on avait, on avait un écran qui était en dehors et après c'était la rue, on a construit des bancs, il y avait plein de jeunes, plein de vieux, tous les anciens, tous les gens qui travaillaient dans la région pendant leur pause de midi, ils venaient parce qu'on mettait aussi moi je mettais des skills vidéo toute la journée, je mettais des mix de Ronaldinho, tout ça, on avait juste ça dans l'écran. T'avais plein de... Et puis c'était plus accessible, tu vois. Il y avait toujours quelqu'un qui bédavait devant, il y avait toujours... c'était un lieu de vie. Il y avait... Et puis à travers ça, j'ai aussi un peu ramené mes meilleurs potes, mes collègues, Julien Bouguenec, Rocky Hardwood, Adam Zoo, Noah Drysdale. Et puis on avait un peu cette base la première année où c'était vraiment un lieu... On a fait quelques pop-up avec Nike. Il y avait quand même assez de choses concrètes qui ont validé la marque, mais aussi on avait des caractères qui le rendaient intéressant. Et puis on jouait au foot, on avait une putain d'équipe aussi. On jouait bien. Et puis le football café, c'est un peu ouvert. Je pense que c'était un peu la critère pour les prochains projets foot streetwear aux States, parce que je pense que ça a vraiment ouvert les portes et montré que c'était possible de faire des choses qui sont accessibles au public américain. On avait fait quelques collaborations, juste des maillots. On a fait des maillots pendant
la Copa América. Puis on en avait fait plein, tout ça. Et il y avait vraiment, tu voyais tous les amis, toute la communauté, tout le monde avait ses maillots de foot. On sortait en boîte de nuit, il y a des gens qui mettaient ses maillots de foot en boîte. Ça changeait. Soudainement, on a rapporté une image qui était pas mal. Et puis aussi, ça créait un lieu pour un peu un espace authentique qui n'était pas trop corrompu, on va dire, par le fast fashion ou par des gros funding externes. Et Nowhere FC, c'est encore une marque donc qui est d'actualité, c'est ça? Ouais, Nowhere FC, ils font des trucs super. On conseille tous d'aller voir ce qu'ils ont fait. Et notamment vraiment le dernier projet où j'étais un peu toujours impliqué, c'est quand Venezia a fait sa montée de série BSRIA. Et puis c'est Nowhere qui a fait leur maillot pour la montée. D'accord. Et puis ce maillot, il a pris pas mal de visibilité dans le monde du foot. Ils ont dit, ah oui, new fashion, maillot, Venise, nouvelle image. Et puis ça, c'est un peu... Ça a additionné une légitimité du côté plus streetwear. Alors c'est devenu un peu moins un endroit de lifestyle, moins des événements. Et puis là, moi, je suis plus partie de l'équipe depuis longtemps maintenant. Mais maintenant, c'est vraiment Diego Mosconi qui fait ça. Et puis il fait toujours des petits projets, des collaborations, surtout en Europe, je pense. D'accord. Mais voilà, et je pense pour cette Coupe du Monde qui va se passer aux States, je pense qu'ils vont aussi organiser pas mal de trucs. Mais... Zalmay, merci pour ces quelques minutes que tu nous as accordées. Pour clôturer cette balade new-yorkaise, on a donc eu Frédéric qui est ton papa, on le rappelle. On a eu Erwan que tu as connu également au Manhattan Kicker Soccer Club. Et puis toi, tu nous as ouvert les yeux également sur plutôt ces street cultures du foot à New York. Je te dis à très bientôt, Zalmay. Inch'Allah, sur le terrain, on va se voir. Avec grand plaisir. Mais comment clôturer cet épisode sur la culture foot à New York sans évoquer son nouveau maire? Le 5 novembre 2025, Zoran Mamdani est élu à la fonction suprême de la ville à l'âge de 34 ans. Né en Ouganda, il est le premier maire musulman de la ville. Socialiste démocrate, il prêtait serment le 1er janvier 2026 aux côtés de Bernie Sanders sur un exemplaire du Coran. Mais derrière le symbole politique, il y a un homme. Et cet homme a une passion que New York n'attendait pas forcément de son maire, le football, le vrai, celui de Premier League, celui d'Arsenal. Tout a commencé au début des années 2000, quand une équipe venue de North London a changé la façon dont le monde regardait le football. Les Invincibles d'Arsène Wenger. Une saison entière sans défaite. Pour le jeune Zoran, c'est une révélation. Son joueur préféré, Thierry Henry, sans hésitation. Certains politiciens utilisent le football pour séduire les électeurs. Mamdani, lui, n'en a pas besoin. Quand on lui demande ce qui prouve qu'il est un vrai fan, il répond sans sourciller qu'il pense chaque matin à Sébastien Schillaci, Pascal Sigan ou Marouane Chamakh. Des noms que même les supporters les plus fidèles ont du mal à ressortir. Un jour à la télévision, on lui tend un téléphone. À l'écran, Ian Wright, légende du club, qu'il félicite pour son élection. Mamdani reste sans voix, ses yeux sans but. Il regarde la vidéo une deuxième fois et murmure « I love you ». Le maire de la plus grande ville américaine, fan hardcore d'un club de North London, la preuve peut-être que dans cette ville de tous les possibles, le football a définitivement trouvé sa place. Merci de m'avoir accompagné dans cette balade new-yorkaise. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast Globo. En attendant, n'oubliez pas de partager, de vous abonner et de mettre un 5 étoiles sur les plateformes. À très bientôt.